Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, les chiffres le prouvent, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'impliquer en politique. Pour parler de ce phénomène, je retrouve celle qui fut et restera toujours la première ministre de l'histoire du Québec, Pauline Marois. Bonjour, Madame Marois. Bonjour, Madame la première ministre, je devrais dire. Merci. Bonjour, Esther. Question simple pour démarrer. Votre réaction à l'augmentation comme ça des femmes, on vient de le voir, ces chiffres en politique. Je suis absolument réjouie, très heureuse de ça. Vous savez, une grande partie de ma vie politique a été consacrée à l'avancement des femmes et à souhaiter que les femmes soient plus nombreuses à occuper des fonctions en politique, mais aussi dans les administrations publiques, dans les entreprises, sur les conseils d'administration. Et quand je vois les pas de géant que les femmes viennent de franchir depuis en fait, quelques années à peine, et si je prends l'exemple du Québec, c'est quand même formidable, on avait presque 50 de femmes candidates à la dernière élection, et on a atteint un plafond jamais atteint jusqu'à maintenant. On a dépassé la zone paritaire qui était à 40 on est donc à 41 Mais évidemment, comme il y avait justement plusieurs femmes candidates, en fait exactement 47 de femmes candidates, c'est normal qu'il y en ait plusieurs qui aient été élues. Et moi, c'est une sorte de victoire pour moi aussi, si vous le permettez. Parce que, bon, vous venez de le dire, cabinet paritaire du côté de Québec, cabinet paritaire aussi à Ottawa en 2015. Il y a un nombre record de candidates qui se présentent en vue des élections de mi-mandat aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que les femmes semblent comme ça sont de plus en plus attirées par la politique? Bon, d'abord, je crois que c'est une évolution, parce que ça a pris quand même un peu de temps avant que ça débloque. Le dernier, évidemment, je vais parler de mon expérience québécoise, parce que je la connais bien. Les derniers chiffres à l'Assemblée nationale du Québec pour l'élection de 2014 nous avait vu reculer par rapport à 2012. De 32 on était tombé à 27 Mais je crois que, d'abord, comme je dis, c'est une lente évolution. Il y a eu aussi beaucoup de femmes, d'anciennes parlementaires, de femmes impliquées dans des organisations. Au Québec, ça s'appelle Femmes et démocratie, qui ont vraiment amené une réflexion chez les femmes impliquées dans des organismes de défense de droits, dans des organismes communautaires, tout simplement des femmes intéressées à la vie publique. Donc, on les a amenées à réfléchir et à imaginer ou à proposer à ces femmes-là de s'engager en politique en essayant de démystifier le pouvoir politique et de bien mettre en valeur le fait qu'on avait quelque chose à apporter. Et je crois que dans les dernières années, il y a eu comme une forme de déblocage. En tout cas, on l'a senti très clairement à la dernière élection au Québec. Et je dis merci à toutes ces femmes qui se sont impliquées dans des organismes, les anciennes parlementaires, entre autres, au Québec, qui ont fait des pressions aussi sur les partis politiques. Donc, oui, il y a eu une avancée. Et là, maintenant, le grand défi, c'est de conserver cette avancée. Et puis, mes anciennes collègues de l'Assemblée nationale, les anciennes parlementaires de l'Assemblée nationale, tout partis confondus, se sont réunies et se concertent assez régulièrement. Et elles ont une idée que je trouve intéressante. Au lieu de dire qu'on va pénaliser les partis qui n'auraient pas de femmes candidates en nombre suffisant pour atteindre la parité, on devrait leur proposer un avantage. Si elles ont le nombre de femmes leur permettant d'atteindre la parité ou la zone paritaire, on devrait leur donner un avantage au plan financier lorsque ces formations politiques élisent ou choisissent plus de femmes. Et je trouve ça intéressant comme avenue. Vous seriez d'accord donc avec une loi comme ça sur la parité qui oblige les formations politiques à recruter plus de femmes? Mais plus dans le sens positif que dans le sens coercitif, parce que je trouve que ça envoie une image assez négative. Tandis que là, c'est un élément, un incitatif qui est positif. Alors, voilà. Vous me disiez, il y a un instant, vous me parliez de cet organisme Femmes et démocratie. Je disais,
récemment sa porte-parole qui disait que les femmes s'impliquent davantage en politique parce qu'elles ont plus de modèles. Est-ce que vous croyez vraiment que ça a un effet d'entraînement, le fait qu'il y a plus de modèles, donc les femmes s'impliquent davantage? Oui, moi, je crois que oui. Parce que la politique a toujours été, jusqu'à il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans, en fait, en début des années 60, la première femme entrant à l'Assemblée nationale, c'est en 61. Bon, donc ça ne fait pas si longtemps, on s'entend. Et c'est important qu'il y ait des modèles parce que le modèle qu'on voit, c'est un modèle masculin. C'est un modèle qui utilise parfois un ton un peu guerrier. C'est un modèle où on voit que des égos, dans certains cas, sont un peu démesurés, je le dis par observation et par pratique de la vie politique. C'est un modèle aussi où on a le sentiment qu'on va se faire bouffer, excusez l'expression, par le pouvoir. Donc, une certaine crainte du pouvoir. Alors, quand on voit arriver des femmes qui peuvent avoir des attitudes aussi, parfois un petit peu agressives, parce que c'est un monde difficile, c'est un monde dur, la politique, mais on se dit, ah, il y en a qui réussissent, il y en a qui le font. Et moi, une de mes grandes préoccupations lorsque j'ai été membre du gouvernement, lorsque j'ai été députée, par la suite première ministre, mais c'était entre autres d'essayer de dire aux femmes, c'est possible. Vous avez tous les talents qu'il faut pour être là et on a besoin de vous parce que vous apportez un œil différent, vous apportez une attitude, des façons de voir les choses autres. Et donc, parce qu'il y a des femmes, donc, qui ont exercé des rôles à la députation, à la présidence de l'Assemblée, dans des rôles ministériels importants, des ministres des Finances, il y en a eu quand même quelques-unes, des femmes. Oui. Je pense à Monique Jérôme-Forgette, je pense que Monique Gagnon-Tremblay l'avait été un bref moment par intérim. J'ai été ministre des Finances. Alors, quand je regarde une des dernières ministres de l'Industrie et Commerce, malheureusement, une femme qui vient de nous quitter, Hélène Zakaïb. Alors, effectivement, ça démystifie et ça rend possible pour les femmes l'idée d'être là et d'occuper ces fonctions. Concernant votre expérience personnelle, justement, Mme Marois, quand vous êtes lancée en politique, en fait, quand vous êtes d'abord impliquée en politique, c'était en 1978, vous étiez attachée de presse de M. Parizeau, mais la première fois que vous vous êtes présentée en politique, c'était à l'élection de 1981. Oui. Est-ce que c'était qui vos modèles? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, là, en politique. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, j'avais eu la très grande chance, de travailler avec Lise Payette. Oui. Et je dois vous dire qu'elle, elle a été un peu mon mentor et elle, c'était un modèle. Puis en même temps, c'était un modèle plus inaccessible que d'autres femmes ne pouvaient l'être parce qu'elle avait une immense carrière. Hein? Elle avait été dans les médias, elle avait fait de l'animation d'émissions plutôt d'affaires publiques, en fait, et même des émissions de variété, mais avec un tel talent, puis avec une telle force de caractère. Donc, ça paraissait comme un modèle un peu inadmissible, si on veut. Il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, je dois vous dire. Et puis, il fallait vraiment faire son chemin et puis le faire en osant. Et moi, je dis ça souvent aux femmes, faites-vous confiance. Oui. Vous êtes bonnes, vous avez des formations souvent extraordinaires comparées à des collègues masculins autour de vous. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur de la politique, n'ayez pas peur du pouvoir. Mais à cette époque-là, honnêtement, Esther, il n'y en avait pas beaucoup. Non, exactement, parce que lorsque vous avez été élue pour la première fois à l'Assemblée nationale en 1981, donc c'était quand même quelques années avant que vous deveniez première ministre du Québec, il y avait 8 femmes qui avaient été élues députées, notamment votre collègue Louise Arel. Oui. Aujourd'hui, on le voit, un cabinet paritaire, autant d'hommes que de femmes comme ministres dans le cabinet de M. Legault. Lorsque vous voyez, comme à Ottawa, des femmes comme Chrystia Freeland qui vont négocier à Washington, qui tiennent tête à l'administration Trump dans les négociations pour l'ALENA 2.0, qu'est-ce que ça éveille en vous? Moi, je vais vous dire, c'est une immense admiration. Pour cette femme-là en particulier, mais pour les femmes qui se retrouvent dans des positions non traditionnelles. Parce qu'on a dit aussi, il y a quelque temps, ah oui, on donne des postes ministériels à des femmes, mais ce sont dans des postes ministériels moins importants. Moins important au sens où le portefeuille est moins lourd à porter, il y a moins d'argent en cause, c'est moins les finances, etc. Mais quand je regarde Mme Freeland, elle est un exemple absolument remarquable. De l'inverse, on lui a confié un portefeuille énorme, exigeant.
Et honnêtement, là, même si on peut être en désaccord sur certains aspects des négociations, par exemple, qu'elle a eues avec les États-Unis, je trouve ça exceptionnel, la façon dont elle se comporte, dont elle travaille. Puis en plus, elle garde une attitude très féminine. Hein? Et ça, c'est pas négligeable non plus. Je voudrais pas que les femmes se transforment en gars lorsqu'on on obtient ces postes-là. Puis c'est pas toujours évident, parce qu'il faut quand même lever le ton parfois. On n'a pas le choix, sinon on s'en fait imposer. Et moi, ça m'est arrivé et vraiment, je n'étais pas bien là-dedans parce que c'est pas mon style de gestion, c'est pas mon style de direction. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix de lever le ton, de mettre un peu le poing sur la table. Mais je regarde Chrystia Freeland et c'est un modèle à cet égard-là. C'est vraiment intéressant de l'avoir allé. Ouais. Puis moi, ça me rend fière comme femme de penser qu'on occupe de si hautes fonctions. Je pense au secrétaire aux Affaires internationales aux États-Unis, au secrétaire d'État. Il y a eu Hillary Clinton, mais avant elle, Mme Madeleine Albright, qui a été aussi une figure de proue assez remarquable. Puis dans ce temps-là, ça me fait plaisir. Je vais vous dire, même quand je ne les connais pas personnellement, puis que je ne pense pas comme elles, mais je me dis c'est une victoire de plus pour les femmes. Oui, vous êtes exactement, je pense, de la même génération que Mme Clinton, entre autres. Puisqu'on parle des États-Unis, je le mentionnais il y a quelques minutes, le pays risque de se trouver, va peut-être se retrouver avec un nombre record de sénatrices, de représentantes, de gouverneurs au lendemain des élections de mi-mandat. Le 6 novembre, dans l'Amérique de Donald Trump, qui vient de nommer Brett Kavanaugh à la Cour suprême, dont on a soupçonné qu'il avait peut-être agressé une jeune fille au moment de son adolescence. Dans l'Amérique qui a donné naissance au mouvement MeToo, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, Mme Marois, que les femmes qui sont aussi nombreuses veulent autant s'impliquer D'abord, en politique? moi, je suis, encore une fois, c'est la même chose. Hein? C'est une autre victoire. Hein? Puis aux États-Unis, ça a pris du temps, encore plus que nous, je pense, à voir apparaître un grand nombre de femmes comme candidates, puis éventuellement comme élues. Il y en a quelques-unes, je pense à Mme Pelosi, qui ont occupé des fonctions importantes dans leurs institutions, mais on n'en voyait pas énormément. Et là, il y a comme une espèce de déblocage, là encore. Je suis un petit peu dubitative pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, j'étais profondément déçue que Mme Clinton ne soit pas élue. Et je suis doublement déçue de voir la façon dont M. Trump travaille. Je pense que c'est une nouvelle pour personne et on est un peu désespéré de ce côté-ci de la frontière quand on regarde son attitude. Notamment envers les femmes. Notamment envers les femmes. Alors, quand je vois autant de femmes se présenter, je me dis, il y a deux possibilités, il y a deux analyses possibles. Il y en a une où c'est, de fait, ce sont des femmes qui disent, bon, écoutez, vous allez voir qu'on est autre chose que ce que définit M. Trump quand il parle des femmes et quand, finalement, il dévalorise ce qu'on est, il nous méprise dans un sens, dans ses propos, dans son attitude qui est tout à fait inadmissible. Puis il y a aussi, et ça m'inquiète, puis ça me fait un peu peur, dans ce sens-là, il y a aussi, chez une certaine partie des Américains, et des Américaines en particulier, des gens qui sont d'accord avec M. Trump. On a encore vu des données, des statistiques, des sondages dernièrement. Sondage Gallup publié cette semaine, 34 des femmes américaines soutiennent toujours M. Trump. Les bras me tombent, complètement. Je crois qu'ils finissent par se faire endormir, je ne sais pas comment dire ça, par un discours qui est très démagogique et où ils ont le sentiment que ce que dit M. Trump est la réalité au sens où ils sont en train de devenir encore plus grands qu'ils ne l'étaient, alors qu'il est en train de détruire l'Amérique, qu'il est en train de détruire les relations avec le monde et ses relations commerciales, ses relations politiques. C'est pas parce qu'il fait une entente avec quelqu'un de la Corée du Nord que finalement, il n'est pas en train de détruire sa relation avec la Chine. Il n'est pas en train de miner sa relation avec nous, au niveau commercial, entre autres. Alors, je suis un petit peu... Je ne sais pas comment analyser ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même, dans le mouvement de ces femmes qui veulent se présenter, un rejet de l'attitude de M. Trump et la possibilité de pouvoir le dire et agir en conséquence là où on a la possibilité de le faire quand on est élu. Il nous reste peu de temps. Je me demandais, est-ce que vous pensez que comme société, on valorise davantage, on valorise assez, en fait, la place des femmes, la contribution des femmes à la société, à la vie publique? Bon, je crois qu'on est en train d'y arriver, mais c'est pas encore fait complètement. C'est pas encore fait complètement. Et puis, je regarde des fois la façon dont même on a traité un moment
mandats ou mes façons de faire, des fois, je me dis, c'est comme si je n'avais pas existé dans certains cas. En fait, je le dis bien humblement et bien simplement, et pas parce que je vais avoir ma statue quelque part, mais je me dis, on nous oublie facilement. Je trouve ça un peu triste, un peu dommage. Est-ce que vous avez le sentiment, Mme Marois, que les Québécois le savent, que vous êtes la première ministre de l'histoire du Québec? Quand vous promenez dans la rue, quand les gens, les jeunes, vous rencontrez les jeunes, est-ce que on leur a enseigné, on leur a dit, ils savent, ils l'ont vu? Il faut quand même que je dise que je le sens beaucoup. Quand je me promène sur la rue, je suis souvent interpellée, et aussi par des jeunes. Et là, ça me fait plaisir, honnêtement, parce que ça veut dire que on a en tête qu'une femme a pu occuper cette fonction-là et que d'autres pourront le faire pour la suite des choses. Donc, ça avance, ça évolue dans le bon sens, semble-t-il. L'évolution, en fait, la présence des femmes en politique. Quelle est la mesure du succès, selon vous? À partir de quand on va pouvoir se dire, les femmes vont pouvoir se dire mission accomplie en politique? Pour moi, il y a un critère majeur. Là, on parle de la parité ou d'une grande présence dans les institutions, dans les conseils, mais le premier critère, c'est l'égalité économique. Et quand on en sera là, je pense que là, on pourra dire mission accomplie et puis mettre de côté, peut-être, tous les discours, les débats. Or, actuellement, vous savez que même quand on a une maîtrise, même quand on a un doctorat, l'écart est encore de l'ordre de 10 à 12 % en termes de rémunération. Et quand on va au niveau plus de formation de type professionnel, secondaire ou technique, l'écart est encore plus grand. Et c'est vrai dans les postes de haute direction, comme c'est vrai dans les postes de cadre intermédiaires. Évidemment, quand on se retrouve dans des postes syndiqués ou quand on se retrouve dans des postes dans la fonction publique où il y a déjà des politiques d'équité salariale, ça ne se présente pas. Mais quand on fait globalement le tableau, il y a encore un écart important. Et moi, je dis que tant que ça ne sera pas réglé, on aura encore une bataille à faire. Et l'autre bataille, c'est bien sûr la pauvreté et le taux de chefs de famille monoparentales, qui est encore tout près des 80 %. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a des femmes qui en portent plus lourd et qui vivent une plus grande discrimination. C'est vrai à d'autres points de vue, mais ces deux éléments-là, pour moi, sont très majeurs. Encore du chemin à parcourir. Oui. Madame Marois, merci beaucoup de cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, Esther, et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Au revoir.